Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Ils sont là, vos experts, pour tout savoir de l'actualité. On commence avec François Clémenceau pour l'International. La Commission européenne se déplace donc aujourd'hui à Strasbourg pour expliquer au Parlement ce qu'elle compte proposer comme relation d'avenir aux pays des Balkans. Oui, parce que la question qui se pose évidemment, c'est de savoir s'il y a le moindre avenir pour ces pays dans l'Union européenne, alors qu'on leur promet cet élargissement depuis près de 20 ans, c'est-à-dire depuis la fin de la fameuse guerre des Balkans qui a engendré le démantèlement par le feu, par le sang de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, il y a 2 pays des Balkans qui font déjà partie de l'Union européenne, la Slovénie et la Croatie. Ça se passe plutôt bien avec la première qui avait échappé à la guerre, moins bien avec la seconde du fait de ses antagonismes avec la Bosnie et la Serbie, et parce que la corruption et l'état de droit restent 2 dossiers épineux. Et pour les autres, que fait-on, François? On renonce? Ça dépend. Il est probable que la Commission annonce aujourd'hui qu'elle se fixera un cadre d'objectif général, mais qu'ensuite elle procédera au cas par cas. Par exemple, il y a 2 pays qui sont mieux placés que d'autres pour accélérer leur rapprochement avec l'Union. C'est la Serbie et le Monténégro. Mais il ne faut pas rêver. Jean-Claude Juncker avait parlé d'un horizon d'intégration en 2025. Beaucoup de chefs d'État européens estiment que c'est trop rapide, que le plus sage serait d'attendre 2030, parce qu'à Belgrade et Podgorica notamment, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce qu'on appelle les critères de Copenhague. C'est la démocratie, les droits de l'homme, les droits des minorités, l'économie de marché concurrentielle, l'établissement de normes qui respectent les acquis communautaires. En revanche, pour les autres, c'est-à-dire pour la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Kosovo, l'Albanie, ce n'est pas que c'est trop tard, mais c'est que c'est beaucoup trop tôt. Les conflits identitaires avec les voisins sont nombreux, par exemple avec la Grèce ou la Serbie, et le retard économique est considérable. Mais dites-moi, François, on n'est pas en train de faire exactement la même chose qu'avec la Turquie? Oui, c'est-à-dire qu'on repousse à chaque fois plus loin les perspectives d'adhésion parce que les critères, notamment pour les droits de l'homme, ne sont pas respectés, ce qui engendre de la crispation, du repli et ce qui rend encore plus compliqué le travail de mise aux normes. C'est vrai que ça se passe comme ça avec la Turquie depuis plus de 25 ans. Et en même temps, plus on repousse l'intégration, plus la Turquie s'est islamisée, s'est durcie. Et plus elle tient un langage de méfiance aux pays à majorité musulmane des Balkans sur le thème. Regardez, vous voyez, ils ne veulent pas de nous parce que nous sommes trop différents. Eh bien, aujourd'hui, il se passe exactement la même chose avec la Russie qui dit à d'autres pays slaves des Balkans, regardez, ils ne veulent pas de vous, rejoignez-nous. Eh bien, tout ça, ça donne l'impression que ce dossier peut paraître complètement anecdotique, lointain, mais il risque bien de déstabiliser l'Union européenne qui, vous le voyez, en Pologne et en Hongrie, se rend compte à quel point le partage des valeurs, c'est essentiel et c'est exigeant. Mais en même temps, François, on voit déjà qu'aujourd'hui, à 27, c'est épouvantablement compliqué de décider. À 35, l'Europe peut encore fonctionner? C'est toujours ce qu'on s'est dit quand on est passé de 6 à 9, à 12, à 15, à 27. Bien sûr que c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'on réfléchit de plus en plus à l'Europe à plusieurs vitesses, ce qui n'est pas une insulte faite à l'Europe. Et en même temps, on a déjà investi plus de 20 milliards d'euros dans les Balkans pour qu'ils puissent nous rejoindre. Ça se fera, oui, mais peut-être dans un temps très lointain.